Tu as parlé de cette question de barrières à l'entrée qui sont relativement faibles dans le dropshipping par rapport à d'autres domaines. Ce qui peut être, on peut l'imaginer, à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage quand tu veux te lancer. C'est un inconvénient dans le sens où tu peux avoir une situation où certains marchés sont très saturés. Est-ce que toi, selon ton évaluation aujourd'hui, il reste plein de niches potentielles dans le dropshipping qui n'ont pas encore été exploitées, sur lesquelles quelqu'un pourrait se lancer ? Ouais, je pense. Alors vraiment, pour en avoir, parce que je travaille pour des clients moi j'en fais un tout petit peu, mais un tout petit peu pour avoir des datas en réalité. J'en fais pas énormément d'e-commerce, mais en réalité j'ai des clients dont je m'occupe qui ont des boutiques et qui eux font ça vraiment à temps plein. Donc on cherche des niches pour eux en permanence, on en trouve toujours. En réalité, il y a vraiment pas de problème là-dedans. Pourquoi ? Parce que des produits, des besoins, en fait, ils sont créés tous les jours. Tu prends un exemple simple, tu prends l'iPhone 10 qui vient de sortir. Quand tu achètes un iPhone 10, tu as besoin d'une coque de protection pour iPhone 10, tu as besoin d'avoir une protection d'écran pour l'iPhone 10, tu vas avoir tous ces types de besoins qui sont nés à chaque fois qu'il y a un nouveau produit ou un truc qui sort. Et quand tu réfléchis bien, tous les jours, en fait, à chaque fois, on parlait tout à l'heure d'aquaponie un peu en off, et c'est pareil, tu vois, tu as des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, donc évidemment, tu vois, par exemple, la niche de l'aquaponie, ça serait une niche géniale, parce que tu as pratiquement personne, à mon sens, qui est dessus, et pour le coup, tu pourrais sans doute l'exploiter. Faut être passionné un petit peu par la chose. Explique un peu ce que c'est l'aquaponie pour les gens qui nous écoutent au cas où ils ne sont pas familiers, parce que moi non plus je ne connaissais pas et on en a justement parlé juste avant et c'est assez fascinant. Alors l'aquaponie, à mon sens, c'est vraiment une révolution qui va arriver dans les années qui viennent. Il y a déjà des projets qui sont émergents et l'idée c'est de construire des petits écosystèmes autonomes en production de nourriture végétale et animale, c'est-à-dire qu'on va mixer un grand bassin avec des poissons qui vont produire des excréments, qui vont nourrir au-dessus des plantes, qui vont être alimentées en circuit fermé par l'eau des poissons, donc elles vont se nourrir un petit peu des nitrates qui sont présents dans l'eau, elles vont la purifier pour les poissons, donc ça fait quelque chose qui est filtré, et puis de l'autre côté, les poissons vont eux se nourrir des déchets végétaux, et donc on va à la fois faire grossir dans un circuit fermé des poissons et des végétaux. Et on a des projets en Europe qui sont basés sur des conteneurs qu'on peut, de cette manière-là, mettre en ville, dans un parc, par exemple, ou sur un tout petit espace, parce qu'un conteneur, ça fait quoi ? Ça fait entre 10 et 25 mètres carrés, quoi. Donc, au sol, ça présente assez peu de surface. Je vais peut-être dire une bêtise sur les chiffres, mais ce que j'ai gardé en tête, c'est qu'avec ça, on peut produire à peu près 400 kilos de poissons, en une année, à peu près 800 kilos de légumes. Alors, encore une fois, je suis pas certain du chiffre que je donne, mais c'est vraiment des proportions qui sont importantes au regard de la surface qui est déployée. C'est-à-dire que si on devait le faire dans un jardin traditionnel, on devrait sans doute déjà s'embêter beaucoup plus à bêcher le sol, etc. On aurait sans doute une variété plus importante de légumes aussi, mais quand on le réfléchit d'un point de vue purement sanitaire, écologique, eh bien c'est une solution qui est vraiment très prometteuse parce qu'encore une fois, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Simplement, la technologie aujourd'hui permet de la déployer beaucoup plus vite. Là où avant, il fallait des grands bassins, aménager sans doute des petits étangs, des choses, qui demandaient des travaux humains. Aujourd'hui, en fait, on peut trouver des solutions alternatives et voilà. Aujourd'hui, je pense que si on va sur AliExpress, on va trouver tous les systèmes qu'il faut pour le faire, c'est-à-dire, je sais pas, des pompes, des tuyaux, des filtres, des choses comme ça. Et c'est effectivement une idée peut-être de niche. Alors, encore une fois, j'ai pas fait une étude sur celle-ci spécifiquement, mais ça s'y prête très très bien parce que là, on pourrait faire du contenu qui est du contenu textuel, par exemple, faire des blogs, on pourrait parler de l'aquaponie, on pourrait faire des vidéos, on pourrait mettre en situation l'e-commerce. Derrière, on pourrait même faire une petite formation à 7 balles pour faire un produit d'appel, pour capturer des mails de clients potentiels et derrière vendre des produits physiques. Pour moi, c'est une niche qui est géniale. Alors après, évidemment, tout le monde se lance souvent dans des niches qui sont à la fois évidentes et donc forcément mauvaises. Voilà l'histoire de, je sais pas, les gens qui pensent avoir découvert la pépite du siècle en faisant une niche sur les chats ou les chiens. Bon, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Il y en a eu d'autres qui y sont, et s'ils y sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bossé quelques années avant et sont arrivés à un stade où ils sont indétrônables. Parce que leur pixel, il est surentraîné, parce qu'ils paieront toujours les prospects moins chers que toi parce que voilà, tout ça. Et parce qu'ils ont beaucoup plus de preuves sociales. Mais en revanche, quand on y réfléchit posément, des besoins, alors certes, les besoins, c'est pas les mêmes, les chiens, les chats en France, évidemment, c'est une niche qui est énorme. Et c'est vrai que l'aquaponie, c'est sans doute plus faible. Mais en réalité, on va pouvoir vendre des produits aussi peut-être plus chers. Donc, c'est une niche qui est intéressante et vaut mieux toujours être premier sur un marché plutôt que le 1001e et faire ramasser les miettes, quoi. Donc, c'est aussi cette vision-là. Donc, avec un peu je pense qu'on peut de temps en temps réfléchir un peu avec l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir. Moi, voilà, je m'intéresse à ce type de choses parce que ça me passionne. Donc, je pourrais assez facilement, finalement, créer du contenu là-dessus, me passionner un petit peu, me piquer au jeu, forcément, même pour moi, juste créer ce type de produit. Voilà, ça m'amuserait sans doute d'avoir ma petite ferme aquaponique à la maison ou sur un terrain, et puis voilà, de me passionner et vraiment de me prendre au jeu, de faire des petites reviews vidéo des produits et d'en faire finalement un business rentable. Ça serait sans doute un business qui sera un side business, mais pour le coup, on pourra en faire quelque chose de pertinent, je pense.
Du coup, là-dessus, tu dirais que la leçon, de manière plus générale, c'est de chercher les produits qui sont un peu nouveaux ou les tendances qui sont un peu en train de monter, d'aller voir, d'essayer d'estimer un petit peu ce qui va être le futur. Si tu devais généraliser un petit peu cette idée-là par rapport à ce qu'on a dit sur l'aquaponie? Ce que je chercherais, moi, c'est effectivement des tendances de fond. Alors, j'aime pas ce qu'il faut éviter, c'est les modes, c'est les trucs qui passent, c'est-à-dire les trucs un peu jetables, un peu comme les hand spinners, le truc dont tout le monde a voulu et le lendemain c'est oublié. Parce que ça, c'est quelque chose qui repose sur rien. Mais en réalité, quelqu'un qui va commencer à acheter dans l'aquaponie, par exemple, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que il va pas se décider du jour au lendemain à arrêter. Il va plutôt avoir tendance à renouveler du matériel, peut-être à acheter quelque chose de tout neuf, de récent, peut-être vouloir des filtres plus performants. Enfin, je sais pas, je bricole un peu autour de l'idée, mais le principe, je pense, c'est celui-ci. Et ça, à mon sens, c'est plus une vraie tendance, effectivement, de long terme. On a je sais pas, tout ce qui est vegan également, c'est une grosse tendance de fond. C'est-à-dire que on peut raisonnablement se poser la question de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est vegan. Quand je me lève le matin, je suis vegan. Bon, quels sont mes besoins, quelles sont les problématiques que je rencontre et comment est-ce que je pourrais trouver des produits qui s'insèrent là-dedans? Par exemple, pour les véganes, moi, on a parlé avec un client il y a pas longtemps. Ce que je ferais, je réfléchirais comme un vegan. Je me dirais, mais pour moi qui lutte, voilà, pour pas manger de viande, je voudrais surtout pas avoir de maroquinerie, par exemple. Donc ça veut dire que tous mes sacs à main, mes pochettes, mes portefeuilles, mes trucs, enfin tout ça, tous ces petits accessoires, je voudrais forcément qu'ils correspondent à mon nouveau mode de vie, à mon engagement de vie. Et du coup, tu peux réfléchir sur ces position-là. Donc c'est vrai que quand on se pose vraiment dans la tête de quelqu'un et quand on intègre ces nouveaux codes, c'est assez facile finalement de trouver des produits long terme parce que voilà, tu dis un vegan, évidemment, il va plus mettre il va chercher des pompes qui sont pas faites en cuir, il va essayer de trouver des alternatives parce que ça va être contraire à ses valeurs. Donc il y a vraiment je pense de la réflexion un peu comme ça et c'est sans doute plus évident quand ça correspond à tes propres choix, c'est-à-dire là aussi quand tu es déjà passionné par le sujet, ça te saute aux yeux quoi, ce type de réflexion. Et c'est pour ça que c'est pas forcément idiot de fouiller dans ses propres alors pas forcément passion et loisir parce que pour le coup la plupart ont été déjà exploités, mais sur des trucs où on a vraiment un avantage concurrentiel quand on parle d'un truc et que quelqu'un, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure en aquaponie, tu me disais tiens qu'est-ce que c'est, tu vois que déjà t'as un avantage par rapport à quelqu'un, tu sors un petit peu du lot et donc forcément tu as peut-être bossé un peu plus la question, tu as réfléchi en amont. Bref, tu as évalué un peu les problématiques et donc du coup tu es plus avisé que la plupart des gens et la plupart des gens en fait, les niches ils les voient pas mais celle-ci, tu vois, l'aquaponie, personne va te la sortir comme ça de prime abord parce que effectivement tout le monde s'intéresse pas à ça parce que ça reste quelque chose qui est sans doute un peu minoritaire aujourd'hui, mais en revanche, il y aura forcément un intérêt de plus en plus croissant pour ça parce que ça va piocher dans des valeurs sociétales importantes, l'écologie, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, l'idée que voilà, la nourriture c'est important, qu'on doit la maîtriser, la contrôler et puis éviter le gaspillage. Donc tout ça, ça correspond à ça. Et je pense qu'il y a plein de mouvements que tu peux trouver comme ça en réalité. Mais effectivement, c'est un peu à contre-courant de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire de piocher dans les trucs les plus évidents, quoi. Faut vraiment se creuser la tête. Et je pense qu'en e-commerce, le vrai truc, il y a deux règles en réalité. Il y a les Américains qui fonctionnent un peu comme ça avec un produit, un best-seller. Ça va durer 1 mois, 2 mois maximum. L'exemple typique, c'est le hand spinner. Ça peut être un drone, ça peut être un truc. Enfin, c'est souvent comme ça. Eux, ils vont essorer des millions et des millions avec une audience très large, mais ça va pas durer. Ils vont changer leur business. Ils repartent de zéro à chaque fois. Bon, ils partent avec l'expérience. Et avec en désavantage, on a vu quelques-uns en France qui se sont fait un peu taper les doigts sur les fidget spinners, c'est-à-dire que essentiellement, ils vendaient sur Amazon, tu dois stocker énormément de stock en fait pour pouvoir continuer à vendre. Ce qui fait que si tu n'estimes pas exactement le moment où il faut sortir du marché et déstocker, tu te retrouves en fait à avoir acheté de plus en plus et au final avoir un stock que tu veux pas écouler. Ce qui est vraiment aussi un risque, un vrai risque à prendre en compte. Et je connais des gens qui avaient généré de gros profits, mais au final, toute une partie de ces profits a été dévorée par un inventaire qui derrière ils ont dû écouler à prix réduit. C'est ça. Versus, tu dirais une approche. Une approche qui est une approche comme un business classique, c'est-à-dire en fait la vraie règle quand on veut construire un business classique, enfin ce qu'on fait nous, c'est de construire un business dans le long terme, c'est-à-dire pierre après pierre, et puis du jour, voilà, on sait que ça va pas exploser du jour au lendemain, que tu vas pas passer de 0 à 1 million à la fin du mois, mais en fait tu vas passer de 0 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 5000, de 5000 à 10 000, et ça va progresser parce que tu vas monter en compétences au fur et à mesure du temps, tu vas gagner en efficacité, tu vas te structurer, tu vas t'organiser, tu vas être meilleur en pub, tu vas être meilleur en mailing, tu vas avoir le temps de développer tout un tas de compétences, mais
en réalité, c'est pareil dans la vraie vie. La vraie vie, tu ne deviens pas expert du jour au lendemain et même en achetant une formation qui te dit que tu vas l'être. C'est pas vrai. C'est de la pratique, c'est de la formation, faut pas l'oublier. Et je pense que c'est un cheminement qui est plus cohérent parce qu'effectivement, quand tu es débutant, tu peux arriver sur une niche et te dire, ça y est, j'ai fait fortune parce que tu as fait 1000 ventes la première journée, mais il faut être capable de gérer des problématiques auxquelles tu n'es pas confronté. C'est-à-dire que quand tu fais 1000 commandes par jour, tu as un service après-vente qui doit être au top, tu vas avoir des réclamations, des remboursements, bref, tu vas avoir forcément tout un lot d'effets indésirables qui sont le pendant du succès aussi. Et puis derrière, il faut pas oublier que tu as des audiences Facebook qui s'usent, que tu as, la mécanique, en fait, c'est pas parce que tu as fait 1000 un jour que demain tu vas pouvoir le refaire et que ça a duré pendant 2-3 ans. Alors que c'est beaucoup plus simple et stable finalement de partir de zéro et d'y aller graduellement parce que tu vas gagner en expérience, certes, mais tu vas peut-être pas faire 1 million à la fin du mois tout de suite, mais encore une fois, la vision de long terme, elle est toujours plus payante parce que ton business, il sera plus solide, il sera assis sur quelque chose de sain et tu sauras que quand tu as passé un palier, le prochain, il sera toujours plus haut. Tu n'auras pas la crainte de redescendre en réalité. C'est ça, quand tu as un business qui est classique, je sais pas, le premier mois, tu auras peut-être 500 emails, le deuxième, tu vas en avoir 2000 et ainsi de suite. Et rien qu'avec ça, ton business, il va continuer de croître naturellement, sans avoir besoin même de la pub, sans avoir peur demain que Facebook te bloque ton compte. Parce que je ne sais pas, quand tu gères des campagnes où effectivement tu commences à faire 100, 500, 1000 ventes par jour, tu as intérêt à avoir une carte bleue et puis un banquier solide aussi derrière, parce que se pose la question de payer la pub. Enfin, il y a tout ce qui est corrélaire finalement à l'activité qui est pas faite pour les débutants, parce que quand tu débutes, t'es pas formé pour ça, t'es pas censé arriver à ce stade-là immédiatement, donc c'est un accident de parcours presque. Et il y a des gens qui s'en sont bien sortis, qui ont été bien encadrés, qui ont pu en sortir vers le haut, mais comme tu le disais, il y a plein de gens en fait qui sont pas en capacité de gérer ce succès entre guillemets, parce que c'est tout ce qui va avec qui les plombe, quoi. Et après derrière, faut le gérer. Et puis on a souvent beaucoup plus de mal à se remettre d'un échec et surtout quand on gage ta réputation, il y a quand même tout un aspect à prendre en compte sur le long terme, quoi. Donc je pense que pour des débutants, effectivement, viser une tendance de long terme et pas vouloir faire 1 million, parce que ça n'existe pas en réalité. Les business où on part de zéro, le premier mois, si tu fais quelques centaines d'euros, c'est déjà un énorme encouragement, quoi. Il faut le voir comme ça, et surtout, encore une fois, c'est un processus d'apprentissage qui est long, mais qui est normal. On est tous passés par ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.